Et sans transition aucune, on va parler d'une autre sorte de communication. Alors probablement, il y a aussi un peu de l'allophone, hein, parce que leur langue maternelle est plus la nôtre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne parlent plus comme moi. Je leur ai donné des prénoms, ils s'appellent tous Gros. Merci Cathy, on sent l'expérience, c'est énorme. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à Cathy et Amélie et au comité scientifique de nous avoir conviés à vous parler justement de cet autre étranger, l'adolescent. On va plonger avec Patricia, voilà, qui est infirmière, et moi, Hélène, médecin dans l'unité des adolescents à Robert Debré. Et alors, quand j'ai reçu le mail de Cathy et Amélie sur communiquer avec l'adolescent, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire aux gens? Donc, je suis allée demander à mon ami Google. Et puis, j'ai vu qu'en fait, quand on parlait de communiquer avec un ado, on parlait que de problèmes. C'est l'angoisse, on ne sait pas faire, mais on sent bien qu'il faut quand même essayer de faire, hein, aide parents, adolescents difficiles et tout. Donc, on s'est dit avec Patricia, on va repartir sur les bases. Qu'est-ce qu'un ado? Un ado, c'est une personne qui passe de l'enfance à l'âge adulte, évidemment. L'adolescence, ça commence vers 10 ans, donc un tout petit peu avant la puberté. On est déjà dans une dynamique sociale d'adolescence. Et ça continue jusqu'à l'âge de 24 ans, selon certaines définitions. Courage aux parents. On peut se parler à la pause, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette longue période? En fait, il y a bien évidemment les changements corporels et psychiques, hein, qui sont vraiment sous l'impulsion de la puberté, tous les changements hormonaux, hein, qui vont faire qu'on grandit et qu'on acquiert les caractères sexuels primaires et secondaires. Je vous apprends rien. Moins connu peut-être, la maturation cérébrale avec le système limbique, qui est le système avec les fameux circuits de la récompense notamment, qui va maturer progressivement et très fortement à cet âge. Et en même temps, mais de manière asynchrone, et ça c'est vraiment un point clé, le cortex préfrontal, qui est le lieu de la rationalité, de la prise de décision, du jugement. Et qui va arriver beaucoup plus tard. Donc on a cette espèce de décalage dans les... alors ça fait pas l'effet escompté, mais cette espèce de décalage entre une très forte émotivité, les émotions qui sont vécues à cet âge-là, comme le montrent d'ailleurs très bien les films Vice Versa. Si vous ne les avez pas vus, c'est vraiment c'est extrêmement didactique, hein. Le deuxième encore plus que le premier. Et puis le contrôle des pulsions qui vient plus tard. C'est pour ça que c'est spécifiquement à cet âge-là qu'on voit des espèces de défis qui vont contre toute rationalité, puisqu'il y a quand même un affichage sur les réseaux sociaux de ce genre de petits jeux. Alors ça aussi, c'est la blague du Mac qui passe au PC. Croyez-moi, ça voulait dire... Ça voulait... Ça, là, oui, j'ai demandé à Célia et Suzy, qu'est-ce que... Vous avez une appli pour traduire ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'adolescence, de manière dans le processus psychique? C'est vraiment le recul radical, un arrêt sur tout ce qui a été construit pendant l'enfance, une mise à plat, et avec l'accomplissement de ce qu'on appelle les tâches développementales. Il y a d'abord l'individuation, hein, la subjectivation, on devient un sujet pensant, à part, qui a des opinions. Et là, il y a une redistribution des références, les références sociales, notamment les références familiales, une redéfinition identitaire, idéologique, et puis avec une balance entre des élans de vie, des élans d'affirmation, et puis des références à la mort, au deuil en fait de l'enfance qu'on fait, avec toute la dimension angoissante qu'il peut y avoir pour ça. Et donc, c'est la fameuse culture morbide des adolescents, les films de zombies qu'on n'a peut-être pas vus depuis quelques années. Et il y a aussi l'envie d'expérimenter tous les nouveaux possibles de ce corps qui peut des nouvelles choses dans tous les domaines, expérimentations qui peuvent aller jusqu'aux conduites à risque. Il y a l'autonomisation, qui est plus connue, avec une prise d'indépendance vis-à-vis des parents, hein, une sortie de l'aliénation par rapport aux parents. Hein. Winnicott parle de meurtre parental symbolique, c'est pas rien. Et puis la sexualisation, évidemment, avec l'acquisition de la fonction reproductrice, qui est capitale, mais aussi la question du désir, de la désirabilité, de cette identité sexuée qui se forge à ce moment-là.
On n'est pas adolescent sur tous les continents et à toutes les époques de la même façon. Donc, il faut bien prendre en compte aussi ce contexte culturel et notamment le fait que les ados qu'on voit en ce moment, ils sont de la Gen Z avec tous ces codes sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais sur lesquels on voit beaucoup de choses, puisqu'il y a aussi des gaps générationnels qui sont importants et qui sont quelquefois source de frottement dans les familles ou dans les entreprises. L'adolescence, quand elle est vue au prisme de la maladie chronique, elle est compliquée puisqu'elle est caractérisée par des fragilités narcissiques qui sont liées à la puberté et qui vont doubler les fragilités narcissiques qui existent déjà dans le contexte de la maladie. Ces fragilités narcissiques de la maladie qui sont d'autant plus importantes, d'autant plus profondes qu'il y a un corps qui est blessé par la maladie, mais qui est aussi blessant, puisque source d'inconfort, source de douleur, source de limitation de la qualité de vie, et qui peut se trouver pendant l'enfance un peu désinvesti, parfois même désincarné, mis un peu de côté pour pouvoir supporter la violence des soins et du parcours de soins. Et donc quand la puberté arrive avec ses flots d'hormones et va réveiller ce corps qui était un petit peu en dormition, là il peut y avoir quelque chose d'assez violent qui se passe dans le processus psychique chez l'adolescent. On voit bien du coup la complexité de cette période avec cette adolescence qui de base c'est la liberté, les expérimentations en tout genre, la créativité. Parallèlement, la recherche de normalité, il y a même des tutos pour ça, on veut être normal, on veut être pareil, on veut surtout pas sortir des rangs, on veut faire comme tout le monde. Et puis cette urgence à vivre dans le temps présent, tout est urgent, c'est tout de suite maintenant qu'il nous faut tout. On a vraiment cet appétit de vivre qui a aussi sa beauté, même si c'est pas toujours simple à gérer pour les soignants ou pour les parents. Mais cette précipitation à vivre et qui s'oppose vraiment radicalement à la maladie chronique, elle, qui est par essence marquée sur le long terme, avec un court terme très compliqué, une atteinte de l'intégrité du corps, de l'image de soi, des contraintes, des privations de sorties, de projets, de rêves, une amputation des projets professionnels parfois, des histoires d'amour aussi, toute la question de la fertilité. Et donc ça, c'est vraiment très antinomique avec l'adolescence, d'où la complexité de cette période. Il y a aussi la question du secret ou de la visibilité de la maladie chronique, même si on peut saluer les efforts qui sont faits par les associations, sur les réseaux sociaux aussi, par les influenceurs, pour faire connaître aussi l'expérience singulière des personnes qui vivent avec un handicap invisible, avec quelquefois la maladresse d'amalgame entre tous les types de handicap, mais ça a le mérite aussi de mettre au grand jour ces expériences de vie qui sont extrêmement singulières, mais qui sont quand même une intimité qui est dévoilée de manière indirecte parfois dans les maladies invisibles, le fait d'avoir un traitement, de ne pas pouvoir faire telle sortie, de manger pas pareil, c'est des formes de visibilité et qui peuvent être aussi extrêmement stigmatisantes et très mal vécues à l'adolescence. Et donc l'adolescence, comme elle est pensée au départ par les ados et leur entourage, elle ressemble pas du tout à ce qui est prévu, comme dans tous les parcours adolescents, mais d'autant plus qu'il y a une maladie chronique. Et elle va passer par des périodes extrêmement variées, des périodes parfois très éprouvantes, des périodes plus exaltées, d'expérimentation, de sabotage, de révolte, de déni, de rupture complète des soins, ce qui est parfois très, très angoissant pour les parents, aussi pour les soignants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir. Et on espère arriver après, dans un deuxième temps, arriver à un âge adulte avec cette maturation cérébrale dont on a parlé, vers l'autonomisation, mais surtout la réappropriation de la maladie chronique comme une maladie qui intervient très tôt dans la vie pour la mucoviscidose. Je n'ai pas parlé d'acceptation dans la mesure où il y a des associations qui ne souhaitent plus qu'on utilise ce terme, mais ça peut être aussi un point soulevé dans une discussion avec les uns et les autres. Alors les parents, pour les parents aussi, cette transition vers l'âge adulte et la transition des soins pédiatrie, service d'adultes, c'est aussi une transition de vie importante. On va sortir de la triangulation enfants, parents, soignants et partir sur une dyade soignants-soignés dans lesquels les parents ont une place qui est très mal définie. Il va falloir trouver sa place, inventer sa place d'aidant dans une dynamique familiale donnée, dans une dynamique de soins donnés, en s'adaptant au niveau d'autonomie du jeune. Et ça, c'est pas facile. Il y a aussi cette transition pour les parents d'une
transition un peu professionnelle, puisque parfois la vie a été très accaparée par la maladie chronique, avec une mise en retrait de la vie professionnelle, notamment pour les mamans. Et il va falloir faire quelque chose de cette disponibilité nouvelle, vivre aussi cette transition qui est parfois assez délicate. De manière plus approfondie, l'adolescence va marquer de manière très aiguë le fait que la maladie, c'est une menace forte pour le lien d'attachement. Ces liens, comme dirait Bowlby, qu'on tisse du berceau à la tombe, avec des liens d'attachement qui évoluent avec le temps dans la sphère familiale, mais aussi extrafamiliale. Et ces liens, ils vont être mis à mal par l'angoisse qui est liée à la possibilité de la perte de la personne, du décès. L'angoisse qui est liée aussi à la transmission, qui engendre cette culpabilité importante, et puis cette blessure narcissique aussi pour les parents, d'avoir aussi fait naître cet enfant avec cette particularité de la maladie. Et puis l'angoisse aussi liée aux tentatives d'autonomisation que vont avoir tous les jeunes parce qu'ils vont commencer à conduire, à sortir, à je sais pas quoi. Et puis il y a aussi exactement à faire ce que les parents veulent, exactement, mais avec un contrôle plus ou moins bien géré et source de conflit. Ça c'est bien inévitable. Mais aussi avec cette tentative d'autonomisation dans les traitements et cette phase par laquelle l'immense majorité des ados porteurs de maladies chroniques vont passer, c'est les stades d'inobservance thérapeutique. Là encore, très compliqué à gérer et en même temps, avoir besoin de tester la dépendance à un traitement, savoir à quel point la vie est suspendue à un médicament et quelle est la prise de pouvoir du médicament par rapport à notre propre vie et notre propre construction. C'est vraiment une expérience qui doit se faire à un moment donné, voilà, avec les dégâts minimaux évidemment. Et puis en miroir, il y a le traumatisme que l'enfant puis l'adolescent comprend dans ce qui est vécu par les parents. Et donc on a vraiment, là encore, ces fragilités narcissiques des deux bords qui se confrontent dans une période qui peut être assez rock. Tout ça va demander un réajustement relationnel important de la part du jeune et du parent. Et il va être fondamental d'avoir à ce moment-là une capacité des parents à maintenir un partenariat, un lien très fort avec l'ado, à ne pas lâcher. Et on sait combien c'est difficile à certains moments. Et c'est là que nous, soignants, nous devons être vraiment dans l'accompagnement des parents, dans l'écoute de leur expérience singulière, de leur détresse, parce que c'est quelquefois vraiment le cas, d'avoir vraiment ce souci aussi de prendre soin d'eux, de travailler aussi sur leur estime d'eux-mêmes. Il y a des équipes aussi qui proposent des activités pour les parents, des cafés, des trucs, mais aussi de la socio-esthétique, des choses qu'on propose peut-être plus volontiers quelquefois aux jeunes, aux patients, mais aussi pour l'entourage qui s'est mobilisé. Ça peut être vraiment une richesse. Tout ça se fait aussi dans un conflit des normes et des temporalités, c'est-à-dire on me dit de lâcher mon ado, il faut qu'il apprenne à prendre son traitement tout seul, mais enfin quand je vois la boîte, les médicaments ils sont toujours là, donc c'est l'angoisse, et en même temps la carte vitale elle est restée sur la table alors qu'il est parti à la consulte tout seul, donc l'horreur. On voit bien que là il commence les études et que pour aller habiter tout seul, c'est pas gagné qu'il sache faire une lessive, et en même temps à 15 ans il veut prendre le train tout seul. Enfin on se débrouille comme on peut, avec cette injonction à l'autonomie qui est vécue par les parents et par les jeunes quelquefois à l'hôpital. On est censé faire tout seul. On leur dit à 14 ans, maintenant tu pourrais te bouger, aller à la pharmacie et tout ça. Et puis il faut se souvenir que en fait, le premier boulot stable, on l'a en moyenne à 27 ans. Le premier enfant, c'est 29 à 30 ans. Donc on a de la marge, mais cette marge, elle est compliquée à négocier. Voilà, et je ne parle même pas de la reconfiguration qui peut être un élément de complexité en plus et qui est lié à l'arrivée des nouveaux traitements, qui une nouvelle très positive, mais qui va demander aussi une reconfiguration psychique et familiale complète, donc avec une adaptation qui est importante. Un petit mot sur la posture du soignant d'ado. Alors le soignant d'ado, c'est quelqu'un qui écoute,
qui écoute de manière active, pas dans le jugement, hein, comme tous les soignants idéalement, mais vraiment, cette blessure narcissique des ados, elle est tellement forte qu'en fait, ils se sentent hyper vite jugés. Et là, on peut s'appuyer sur les outils de communication non violente, hein, la reverbalisation, etc. pour... voilà, je suis trop bavard. L'encouragement aussi, hein, avec les bases de l'entretien motivationnel, et puis de la souplesse, de l'humour, de l'amour, gloire et beauté, en se souvenant, attention, hein, que c'est ridicule. C'est ridicule de singer les ados, d'essayer de parler comme eux. De toute façon, on n'y arrivera pas. Ça va trop vite. On n'a plus l'élocution possible. Et voilà, on sort de notre rôle, de notre posture d'adulte étayant, soignant, si on commence à faire... voilà. Un dernier petit mot, je passe la parole à Patricia. Poser le cadre comment on fait en pratique. On pose le cadre, hein, qui est reçu. On voit le jeune tout seul, ça paraît bête, mais il y a tellement de services où ça se fait pas qu'il faut le redire. Proposer aussi aux parents d'être vus seuls, mais aussi voilà tout ça en transparence. Tout le monde sait qui est reçu à quel moment. Le tu, le vous, il n'y a pas de règle. C'est vraiment à poser au cas par cas. Et puis, on peut parler de tout. On peut s'aider de la checklist aide et puis des supports de communication. Est-ce que là, je te passe la parole si tu veux parler un tout petit peu des supports ou pas. D'accord. Non, vas-y. Alors, voilà, je vous en reparlerai. Et alors, du coup, je vous reparlerai des petits tips en consultation, etc. Et je laisse la parole à Patricia. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas super nurse comme ça, parce que j'ai mon âge, donc je suis avec le châle. Non, on est une équipe qui essaye de travailler un maximum avec les ados et les familles, avec des difficultés parfois. Et on essaye, comme dit Hélène, de prendre les ados et les parents, de surtout leur dire vous venez en consultation d'ado, on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour... on sait qu'il y a des difficultés à l'adolescence, comme disait Hélène tout à l'heure. Les premières choses qu'on dit aux parents, le cerveau n'est pas fini avant 25 ans. Alors là, ça les rassure un petit peu. Ah ouais, parce que on nous dit il faut que mon ado se débrouille tout seul rapidement, faut qu'il prenne son traitement tout seul, faut qu'il voilà. Et c'est difficile à faire comprendre ça aux enfants qu'on charge de beaucoup de choses alors que là-haut c'est pas fini. Donc on leur dit laissez le temps au temps. Parfois, c'est des éclatements entre les parents et les enfants. On leur dit, laissez le temps au temps, oui, même par rapport aux équipes en diabéto, en pneumo, voilà, avec qui on travaille. On nous fait venir, parce qu'on travaille avec des maladies chroniques, donc on nous fait venir le plus souvent pour l'inobservance. Et parfois, on ne commence pas à parler de traitement. On commence à aller voir où en est le jeune, où en est la famille, et essayer déjà de rentrer en relation avec cette famille et rentrer en relation avec ce jeune pour essayer de déculpabiliser tout le monde et de dire on va essayer de faire un chemin ensemble pour pouvoir essayer de trouver. Alors on parlait d'éducation thérapeutique, d'entretien motivationnel, et on fait ça petit à petit comme ça au fur et à mesure avec les familles et les patients, en essayant toujours de se mettre les consultations d'ados collées aux consultations comment ça s'appelle, de spécialité, merci, de spécialité, pour justement pas les faire revenir maintes et maintes fois, parce que ça, ils en ont marre. On essaye aussi de faire travailler un maximum avec toutes les équipes internes et externes, pour pouvoir aider le jeune et sa famille. Voilà. Bon, il y a des choses qui sont difficiles. Il faut prendre le temps. Parfois, on veut absolument mettre un psy dans la boucle. On veut parce qu'il prend pas le traitement, parce que voilà. Alors il y a des moments, nous on arrive, on dit on n'est pas psy, on est médecin et infirmière. On va essayer de travailler avec vous, et au fur et à mesure on arrive à placer notre psy pour pouvoir travailler sur la dimension parfois psychique et psychiatrique du jeune et souvent de la famille, quoi. Voilà. Je ne sais pas si encore
On s'arrête là, merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous pour ceux qui seront intéressés au mois de septembre. C'est exactement au même endroit, le symposium européen sur la transition pédiatrie service d'adultes qu'on accueille à Paris. Donc voilà, merci. Alors, vous l'avez compris, vous pouvez poser une ou deux questions si vous avez envie en aparté. Le dernier topo, vous l'aurez sur le site. Et il y avait juste 2 mots à retenir, enfin plutôt un acronyme. On comptait vous parler du FALC. J'espère que ça vous évoque des choses. Donc, c'est le facile à lire et à comprendre. Mais en définitive, il y a des super... comme vous nous avez passé par rapport à l'allophone, il y a des super guides que vous pouvez télécharger et tout est inscrit dedans. En tout cas, merci d'avoir été là tous. Une question. Je me présente, c'est Yann, l'enseignant APA de CRCM de Vannes. C'est pas forcément une question, c'est un retour d'expérience sur les 3 ateliers que vous avez évoqués. Il y a un lien un peu entre tous. J'ai tiqué sur le deuxième quand vous avez parlé du moyen de communication avec ce qui match avec les ados. Le fait d'avoir un portable. Et ça, au début, j'étais un peu pareil, je dis le portable perso. Avec toutes les dérives, etc. Et c'est dur de convaincre là, le centre hospitalier d'avoir un outil perso. Alors, je ne sais pas si pour le service, ça peut servir. Mais en tant qu'enseignant APA, le fait d'avoir le portable maintenant, ça me permet soit, parler tout à l'heure de l'éducation thérapeutique que je n'arrive pas à avoir en chambre, mais que j'arrive à avoir peut-être sur le temps, en donnant mon numéro. Alors après, quand c'est de l'adolescence ou c'est du plus jeune, il faut l'accord du parent ou j'envoie des copier-coller au niveau des conversations. Mais pour essayer d'avoir un portable, vraiment pour ceux qui sont dans la même situation, quantifier tous les SMS, le temps que vous passez, même si ce n'est pas valorisé, ce ne sera jamais valorisé, mais c'est arrivé sur certaines dérives, les SMS, les photos à la salle de sport à 22h de certaines patientes, etc. Avoir sur le portable perso, c'est pas évident. Mais pour conclure à ça, c'est plus facile aussi de négocier un portable avec les autres, la direction, si vous travaillez dans plusieurs programmes d'éducation thérapeutique. Le fait que je suis en ETP, Chirbar et Néphro, tout de suite ils vont dire qu'il ne va pas utiliser le portable que pour le 20 ou 30%. Souvent c'est les petits temps qu'on peut avoir au niveau des enseignants. Mais vraiment utiliser pour les adolescents, j'utilise aussi en pédia, pour douleur chronique. Et est-ce que tu as fait ton tapis? Alors ça reste du non médical, donc du coup c'est plus facile aussi à négocier avec l'hôpital là-dessus que comme un coaching. Et j'ai des retours beaucoup plus rapides que par mail. Depuis ce matin, on envoie des mails pour des projets, on a sur 80 mails, on a 2 retours. SMS, on a peut-être 5 ou 6 de plus. C'est pas un truc extraordinaire, mais j'arrive à avoir plus parce que je sais qu'ils sont devant leur portable et ils vont répondre plus facilement. Ouais, je réponds plus rapide, c'est du tac au tac et souvent ils oublient les mails comme nous et en fait le mood du moment de fin de journée je l'ai plus et je peux plus l'avoir avant 3 mois vu que dans certains CRCM c'est des prises en charge de 3 mois et si je loupe ça m'arrive qu'on est débordé, 6 mois après j'ai un jeune qui me dit à 16 ans j'ai pris de la créa, j'ai pris des protes, un machin, etc. alors que par SMS je peux avoir les informations avant quoi. C'est tout. On retient accompagnement, téléphone et Je t'aime, parce que vous pouvez aller trouver tous les topos sur le Je t'aime. Donc n'oubliez pas, il y a une partie privée et loguez-vous et on vous envoie une invitation. Merci.